Bonjour à tous. C'est un tuto technique très riche que nous allons faire aujourd'hui. Son sujet, c'est très simple, le shaft. Pourquoi est-ce que ce tuto est fondamental? Il est fondamental parce qu'un club de golf, comme celui que j'ai entre les mains, est composé de 3 parties, bien sûr. Un grip sur lequel on pose les mains, une tête de club qui va percuter la balle et un manche. Et il se trouve que 2 de ces 3 parties sont inertes. Le grip est inerte parce que je pose simplement ma main dessus. Ma tête de club est inerte parce que c'est une masse que je vais projeter dans la balle. Mais par contre, ce qui va me permettre de la projeter, c'est pas inerte, c'est ça, c'est ce qui est au milieu, c'est le manche. Donc on peut dire très nettement que le manche est la seule partie véritablement dynamique du club, et ce qui nous amène à l'idée qu'en fait, le manche, le shaft, ou la tige encore, comme je le disais, comme le disent nos amis canadiens, c'est le moteur du club. Que soit le type de matériau utilisé, que ce soit du carbone ou de l'acier, un shaft se caractérise par 3 éléments en fait. Le corps principal du shaft, qui, on le voit, a une section relativement conique, qui part de façon biseautée vers sa pointe, et dès que le calibre du manche devient régulier vers le bas, donc à l'endroit où la tête de club va rentrer, nous nous trouvons sur la partie du club qui s'appelle le tip. Donc c'est un mot que vous avez certainement déjà lu, ou que vous avez déjà entendu. On parle des fois de types qui sont plus ou moins fermes, plus ou moins souples, et on va voir tout à l'heure que ça a une énorme importance. Ensuite, de l'autre côté du shaft, on se retrouve à son calibre le plus important, qui est ce qu'on appelle le butt. Le butt, qu'est-ce que ça signifie? C'est la traduction littérale du cul du shaft, en fait, c'est le cul du manche, ici, et sa section et je dirais la taille, ou en tout cas son diamètre, va également avoir des répercussions sur le comportement global du shaft. Alors, comme je viens de le laisser entendre, il existe 2 matériaux principalement avec lesquels on va réaliser des shafts, qui sont l'acier, qui conviendra davantage, je dirais, à tous les clubs qui devraient m'amener du contrôle, sur lesquels je recherche en tout cas du contrôle, et le carbone, qui, lui, va concerner tous les clubs qui sont plutôt des clubs avec lesquels le joueur va rechercher de la distance. Alors, vous noterez que j'ai dit carbone, et non pas graphite, parce que l'erreur se fait souvent. Le graphite, c'est de la poudre de carbone, donc de fibre de carbone, qui est montée en température jusqu'à 2500 degrés, qui donc donne une poudre qu'on appelle le graphite. Mais là, il ne s'agit pas du tout de graphite, d'une poudre collée. Il s'agit de fibres, en fait, de carbone qui sont entrelacées entre elles pour des raisons mécaniques. Alors, la première propriété d'un manche, c'est ce qu'on appelle le flex, donc la flexion, c'est sa capacité à se déformer, puis ensuite, bien sûr, à se reformer. Si un manche ne se déformait pas du tout, il serait théoriquement impossible de faire monter une balle de golf. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette déformation va permettre, lorsque le club va se reformer, de créer en fait une verticalité dans le retour de la tête de club vers la balle, et cette verticalité va permettre à la balle de monter. Comment déterminer votre flex, celui qui vous convient? C'est très simple, c'est en contrôlant que votre vitesse s'inscrive dans une gamme plutôt qu'une autre. Alors ces gammes sont simples. De 53 à 62 miles par heure, je parle de la vitesse de passage de la tête de club, vous êtes sur une flexion lady, femme. En dessous de 53, donc à partir de 52 miles et en dessous, je suis sur du lady light, ce qu'on pourrait appeler du regular soft pour les femmes. Entre 63 et 76 miles par heure, je suis en catégorie manche senior. C'est également ce que l'on peut appeler du regular soft ou regular light, c'est la même chose. De 77 miles à 92, vous êtes sur le pur régular. De 93 à 107 miles, votre vitesse vous fait passer en stiff. Le manche commence à être très raide. Ça concerne bien sûr les gens qui ont une grosse vitesse. Et puis enfin, pour ce qui concerne les joueurs qui ont le plus de vitesse, au-dessus de 108 miles par heure de passage de tête de club dans la balle, vous êtes en catégorie extra stiff. Voilà l'ensemble des catégories qui ont permis de découper la flexion d'un manche en fonction de la vitesse.
Les fabricants de shafts, en fait, se sont rendus compte qu'il y avait différents joueurs qui recherchaient différents types de trajectoires de balles. Ils ont imaginé de créer des points de flexion sur le manche, donc, qui seraient différents pour, justement, modifier ces paramètres de vol. Le nombre de points de flexion qui nous sont proposés aujourd'hui par ces mêmes fabricants de shafts sont au nombre de 5, sont 5. Premièrement, le manche peut plier en point haut. C'est ce qu'on appelle un kick point high. Ensuite, entre le haut et le milieu, il va y avoir un point intermédiaire qu'on appelle un point mid-high. Le manche, globalement, va fléchir autour de ce point-là. Ici, centré, on est sur du mid. Si le manche plie davantage dans cette zone qui est en dessous du milieu du club, à ce moment-là, on est sur du mid-low. Et si le manche plie carrément en bas, tout de suite en sortant du type, là, le type, on en a parlé tout à l'heure, il s'arrête ici à peu près sur ce manche-là, eh bien, cette fois-ci, le point de flexion va être bas, donc low. Donc, 5 points de flexion, high, mid-high, mid-low et low. Ensuite, ça va être à nous de comprendre comment est-ce que ces points de flexion vont jouer sur la trajectoire de la balle afin de choisir le point de flexion qui nous convient. Alors pourquoi est-ce que c'était si important que les fabricants de shafts donc mettent des points de flexion différents? Eh bien en fait le point de flexion va jouer complètement sur l'angle d'attaque de la tête de club sur la balle, et on sait que l'angle d'attaque détermine en partie, avec le loft bien sûr, détermine la hauteur de la balle. Donc en fait le choix du point de flexion va déterminer la trajectoire de balle dans le sens de sa hauteur, mais également sa quantité de backspin. En fonction du point de flexion que je vais choisir, j'aurai plus ou moins de backspin, en fait, et donc la balle aura plus ou moins tendance à s'arrêter vite en touchant le sol. Alors, comment choisir parmi ces 5 points de flexion celui qui me convient? Eh ben, en fait, c'est assez simple. Une fois que j'ai compris que si je choisis un manche avec un point de flexion bas, vous voyez, je ne vais avoir que cette partie, j'exagère quand je dis je ne vais avoir que cette partie, mais en tout cas globalement c'est cette partie qui va être la plus active, c'est-à-dire cette partie qui s'arrête en haut du type. Imaginons un point de flexion vraiment bas, ici, je vais avoir en fait un travail de cette partie du manche qui va amener une face de club qui est en dessous, eh bien, à travailler autour d'un arc de cercle dont le rayon est très court. Donc ça veut dire que j'aurai une grande verticalité dans la descente de la tête de club vers la balle, puis une grande remontée d'ailleurs de la tête de club ensuite, ce qui va avoir tendance à projeter la balle très haut. Alors qu'au contraire, si je choisis un point de flexion plus haut sur le manche, eh bien c'est l'ensemble ici du shaft jusqu'au point de flexion qui va se déplacer, me donnant forcément, eh bien je dirais un balancier plus large, donc un travail du club qui va se faire davantage parallèlement au sol. Ça veut dire un angle d'attaque moins vertical. Cela veut dire une balle plus basse et qui possède moins de backspin. Donc, le point de flexion se choisit parmi les 5 points de flexion possibles en fonction de votre trajectoire, de votre hauteur de balle et de celle que vous devriez obtenir. Cela signifie dans la réalité que le flex ne suffit pas. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire je joue du manche régular ou du stiff ou de l'extra stiff ou du lady ou du senior. Que vous ayez un manche qui soit dans votre gamme de vitesse, c'est une chose, c'est très bien, mais encore faut-il, parce que c'est ça le plus important, que les points de flexion correspondent soit à ce que vous aimez, soit à ce vers quoi vous voudriez aller. Vous pouvez estimer qu'aujourd'hui votre hauteur de balle vous est confortable, mais savoir par exemple que demain vous aurez besoin d'abaisser votre hauteur de balle pour garder la balle plus en jeu, eh bien vous aurez besoin donc de points de flexion qui seront un petit peu plus hauts sur vos manches, et si vous ne le faites pas, malheureusement, vous n'atteindrez jamais la trajectoire de balle désirée. Alors bien sûr, vouloir n'est pas forcément pouvoir. Dans certaines catégories de vitesse, de flex, un joueur qui désirerait, parce que justement, il estime que ses trajectoires de balles sont trop hautes, par exemple, et qui désirerait équiper ses clubs de manche avec un point de flexion très haut, très haut pour rabaisser ses balles, les rabaisser véritablement. Si on est sur des catégories de vitesse qui sont relativement faibles, comme un regular soft, par exemple, eh bien, il est évident que là, si je mets un point de flexion trop haut sur le manche,
on va se retrouver confronté, le joueur va se retrouver confronté à un problème simple, c'est que ces balles auront tellement envie de rester basses qu'il aura du mal à les faire décoller. Hein, il n'arrivera pas à avoir la puissance qu'il aurait sur des points de flexion plus bas qui, eux, au contraire, vont se charger de mettre la balle en l'air. Donc, il faut faire une équation intelligente entre ce que vous voulez, en fait, et ce qu'il est possible de faire en fonction de votre vitesse, de façon à avoir un point de flexion qui soit cohérent à l'intérieur d'une gamme de vitesse. Hein, si demain vous rentrez dans un magasin et qu'on vous demande simplement votre vitesse et qu'on vous donne donc un stock shaft, un club monté avec des stock shafts, sachez que ces stock shafts sont très bien, ils correspondent généralement ils sont faits pour convenir à la plupart des, je dirais des joueurs standards. Mais par contre, ils ne tiennent absolument pas compte de votre hauteur de balle spécifique. Donc, si on ne vous parle que de flex et qu'on ne vous demande pas si vous avez quelle est votre hauteur de balle générale et si ne la connaissant pas, si vous pensez pas qu'elle devrait être plus haute ou plus basse, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, si le vendeur n'intervient pas sur l'emplacement des points de flexion, eh bien fuyez, fuyez, parce que ça veut dire que vous allez repartir avec un stock shaft, qui va être en stock dans ce magasin-là, et à partir du moment où il est en stock, eh bien le point de flexion a été défini une fois pour toutes. Donc c'est une précision qui doit vous être apportée. Vous ne devriez même pas avoir à la demander, parce que c'est une évidence. Quand on sait l'importance qu'a le point de flexion, non seulement sur la trajectoire de la balle, mais surtout en termes de sensation, pour votre swing, pour votre cadence, pour votre geste d'une façon générale, l'importance de ces points, on ne peut pas faire un achat de club cohérent sans évoquer la question, sans soulever le problème et y trouver la réponse adéquate, parce qu'il y a des solutions, bien sûr, et des réponses adéquates. Bien, la première partie de ce tuto technique sur les shafts est maintenant terminée. Dans la seconde partie, nous aborderons les questions qui sont liées au torque et également au poids des shafts. D'ici là, j'espère que vous avez bien compris que vous devez dorénavant commencer à vous pencher sur la question des points de flexion et de vérifier, soit dans un catalogue général de shafts, s'il y a des shafts qui correspondent exactement à ce que vous voulez, ou au contraire, si vous les trouvez dans les stock shafts qui sont proposés par le fabricant que vous avez retenu. Commencez donc à vous familiariser avec cette démarche et ensuite on verra bien sûr dans la seconde partie de ce tuto comment affiner encore avec les éléments dont je viens de vous parler. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à bientôt sur Avigolf. Je ne vous dis pas sur un parcours de golf pour l'instant. Et d'ici là, écoutez, bon e-golf à vous.